on essaie de s'adapter. C'est vraiment d'une région à l'autre, on va adapter le type de soutien qu'on peut avoir. Oui, parce que, la vie menait son cours quasi normal. Des gens atteints de cancer n'ont peut-être même plus accès à des traitements. On faisait allusion à des gens qui souffrent de maladies chroniques. On ne pense pas nécessairement à cette dimension-là, mais ces gens-là se trouvent vraiment avec des besoins criants là, en ce moment. Exactement. Donc ça, c'est souvent un aspect qui est négligé. Donc on parle des traitements oncologiques, de cancer, diabète, maladie cardiaque. Donc la plupart des gens n'avaient pas un traitement pour 2 jours. On peut penser qu'il y en a qui avaient, j'imagine c'est la même chose au Québec, on a des prescriptions pour quelques semaines. En revanche, les gens, dès que le conflit a démarré, ils sont allés à la pharmacie, on fait des stocks pour quelques semaines. Et donc dans les pharmacies, maintenant, il n'y a plus beaucoup de stocks. Donc toute cette partie de maladies chroniques, aujourd'hui, c'est vraiment l'un des risques. Le deuxième, les familles sont complètement aussi dispersées. Donc les hommes sont partis au combat. Certaines personnes plus âgées sont restées dans leur lieu parce qu'ils sont attachés à leur endroit. Donc elles sont vraiment isolées. Et puis, les femmes, les enfants, certaines ont quitté. On parle de 2,5 millions de personnes. Donc tout le volet aussi santé mentale, il y a vraiment une forte détresse. Les gens sont dans un état de panique. C'est aussi pas forcément des choses auxquelles on pense au tout début, mais les gens sont dans des situations extrêmement critiques, notamment au niveau santé mentale. Donc on essaie de regarder qu'est-ce qui est possible de faire sur ce volet-là aussi. Et on essaie de les aider tant bien que mal. Michel Olivier, la Charité, vous êtes responsable des urgences pour Médecins sans frontières. On vous remercie beaucoup d'avoir pris quelques minutes cet après-midi. C'est le soir pour vous. Merci d'avoir été là. Au revoir, merci. Au revoir. Bon, maintenant, on va poursuivre dans le dossier ukrainien parce qu'il y a la Moldavie qui est devenue une terre de refuge pour des centaines de milliers de réfugiés, donc de gens qui fuient cette guerre. Et le pays ne fait pas partie de l'Union européenne ni de l'OTAN. Les craintes de voir l'offensive russe s'y élargir commencent à émerger. Alors, Raphaël Bouvier-Auclair s'est rendu sur place. On se trouve en ce moment à Palanka, à la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine. On est à environ une 50aine de kilomètres d'Odessa, 3e ville en importance d'Ukraine, port important qui menace d'être bombardé. Il y a donc beaucoup de gens qui fuient leur pays vers le nord, vers la Moldavie, où, selon les autorités, il y a plus de 300 000 personnes qui sont entrées depuis le début de la guerre. Beaucoup ne font que transiter, mais il y a quand même 100 000 personnes qui sont toujours sur le sol moldave, notamment des femmes et des enfants. Beaucoup de ces Ukrainiens viennent donc d'Odessa et du sud du pays, mais il y a aussi des gens qui viennent d'ailleurs. C'est entre autres le cas d'une femme que nous avons rencontrée qui vient de Kiev, la capitale, qui a mis plusieurs jours à pouvoir quitter sa ville avant de pouvoir rejoindre la frontière. Et voici le message qu'elle avait à lancer aux autorités dans les pays occidentaux. The quick message that I have is for NATO, please close the sky. We really need this. Because it's a real big disaster, not only for Ukraine, for all the world. La guerre en Ukraine a des conséquences importantes pour la Moldavie, petit pays de plus de 2,5 millions d'habitants, l'un des plus pauvres d'Europe, qui doit donc gérer cet afflux important de réfugiés. Les autorités moldaves demandent de l'aide aux partenaires, notamment européens. Il y a eu des visites diplomatiques en fin de semaine des ministres des Affaires étrangères de l'Allemagne, du Danemark, la France qui a aussi promis d'accueillir 2500 réfugiés qui se trouvent en ce moment en
Viens que tu passes. C'est incroyable. Ah, ça, c'est un Silverado Trail Bus. Il est fait prêt à affronter l'aventure dès le moment de sa fabrication. Non, je parlais du chat. On dirait que personne n'a jamais vu de chat. Le Chevrolet Silverado Trail Bus. Découvrez de nouveaux horizons. Chevrolet. Lorsque vous magasinez chez Wayfair, vous dépensez moins et vous obtenez beaucoup plus. Donnez vie à vos idées et économisez sur tout pour la maison. Créez une maison à votre image, à petit prix. Dépensez moins et obtenez beaucoup plus. Sur wayfair.ca. Cette année, Avieux du Luxe célèbre ses 40 ans. Merci pour ces 40 années de bonheur à préparer les repas préférés d'une fidèle clientèle. D'hier à aujourd'hui. Mangez bien!
soulager la douleur et vous aider à marcher davantage. Revitive médique convient aussi aux personnes atteintes d'arthrose ou de diabète. Faites en plus sans douleur avec Revitive Medic Circulation Booster. Voir nos offres en magasin ou visiter revitive.ca. Le CONA, nouvellement redessiné, le VUS pour la ville. Encore aujourd'hui, au Québec, les écarts salariaux persistent entre les hommes et les femmes. Les femmes gagnent en moyenne 10% de moins que leurs collègues masculins. La loi sur l'équité salariale contribue à réduire cet écart, reconnaissant le travail des femmes à sa juste valeur. C'est le grand solde chez les Groset. Aujourd'hui, Ginette a fait un bon choix. Et ce n'est pas ce chandail qu'elle refuse de laver parce qu'il lui porte chance. Non, elle a choisi de prendre une dose de rappel contre la COVID-19. Bien joué, Ginette. Choisissez une dose de rappel. Ça peut arriver partout. Chez vous. Dans un bureau à Gatineau. Ou même dans une usine à Saguenay. Mais quand ça arrive, le réseau Calinette arrive en tête de liste. C'est plus d'1 millier d'hommes et de femmes qui, à chaque jour, mettent tout leur savoir-faire à votre service. Pour un dégât d'eau ou tout autre sinistre, quand ça arrive, on arrive. Calinette, partout au Québec. Odessa maintenant, toujours en Ukraine, ville portuaire. On dit sur le qui-vive là-bas, la population se prépare à l'arrivée des troupes russes. Frédéric Lavoie est un envoyé spécial pour les coops de l'information. Il s'est rendu dans cette ville. Il a discuté d'ailleurs ce matin avec nos collègues de D'abord l'Info. Voici ce que ça a donné. Vous voyez derrière moi, je suis dans le centre-ville qui est assez barricadé. On voit des hérissons tchèques anti-chars. Il y a des barricades un peu partout. J'ai dû demander la permission d'ailleurs pour vous parler d'ici parce que l'atmosphère, évidemment, est assez tendue. Sauf que, voilà, il y a eu des frappes près de Odessa au tout début du conflit et depuis, plus rien. En fait, on attend de voir. Les Russes, l'armée russe est à peu près 130 km d'ici, dans la ville de Mykolaïev. Et donc, tant que cette ville-là tient, eh bien, on s'imagine que les Russes n'attaqueront pas ici. Mais donc, c'est une atmosphère un peu étrange ici parce que d'un côté, il y a toutes ces barricades dans le centre-ville et à d'autres endroits de la ville, eh bien, c'est le calme. Il y a des restaurants qui sont ouverts, des magasins, les gens se baladent. Ce qu'on sait, c'est que dans les premiers jours, quand les Russes ont voulu attaquer par la mer, eh bien, ils ont décidé finalement de rebrousser chemin. Et c'est ce à quoi on s'attend, en fait, ici. C'était une attaque sur plusieurs fronts, c'est-à-dire le front maritime, hein, puisque Odessa est une ville portuaire, la plus grande ville portuaire d'Ukraine, et sur le front terrestre, là, après, si jamais les Russes arrivent à conquérir Mykolaïev. Mais donc, là, pour l'instant, il y a moins de gens qui fuient la ville que dans les premiers jours. Mais voilà, on est vraiment sur un pied d'alerte. L'aide humanitaire, donc, ce soit, là, c'est la 3e ville d'Ukraine où je suis. Hein. J'ai été à Lviv en premier, ensuite à Rivne, qui est plus au nord, près de la frontière de la Biélorussie. Et maintenant, je suis ici. Et partout, on reçoit de l'aide humanitaire de l'étranger, mais aussi d'Ukraine. Et donc, ensuite, on la renvoie, par exemple, ici, on la renvoie vers Mykolaïev, cette ville donc, qui est sur le front. Alors, tout le monde s'active, tout le monde dans la société ukrainienne, en fait, est dans un effort de guerre constant, que ce soit comme militaire ou comme bénévole pour différentes choses. J'ai pris un train de nuit pour venir ici, donc je n'ai croisé rien. Hein. Parfois, c'est
C'est un peu étrange comment dans une zone de guerre, on peut avoir un semblant de normalité. Mais les réfugiés, je les ai vraiment croisés dans les premiers jours lorsque j'étais à la frontière avec la Pologne. Donc, il y avait évidemment des Ukrainiens qui fuyaient, mais il y avait aussi beaucoup d'étudiants étrangers. Alors là, la situation, je pense, on a commencé aussi à peut-être mieux s'organiser pour aider les gens à mieux sortir. Alors, à ce que j'en comprends, ça va un peu mieux. Mais voilà, les frappes de ce matin dont vous venez de parler, évidemment, ça ajoute à l'insécurité dans un endroit où qu'on croyait sûr, en fait. Hein? Jusqu'à maintenant, Lviv et les environs n'avaient pas été touchés. J'étais là en 2015. Vous savez, à l'époque, on sortait un peu d'une espèce de confrontation parce que le pays venait de connaître une révolution qui avait renversé le président pro-russe. Il y avait des gens ici à Odessa qui étaient pro-russes d'une certaine façon, mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, même si c'est une ville russophone. L'appui à l'Ukraine, si vous voulez, et la hantise des Russes est assez unanime. Il y a même des gens qui, jusqu'à tout récemment, avaient une certaine sympathie culturelle, disons, pour la Russie, puisque, voilà, ils sont russophones. Aujourd'hui, quand ils voient cette attaque sur des villes, en plus, russophones pour la plupart, Kharkiv, Mariupol, ce sont des villes à majorité russophone, donc il est facile pour des gens d'Odessa de s'identifier à ces gens-là qui fuient et qui sont bombardés par une armée qui, au départ, disait vouloir venir les libérer du gouvernement ukrainien. Bon, et juste un mot pour vous dire en terminant que le Kremlin annonce que des pourparlers Russie-Ukraine auront lieu lundi. Côté ukrainien, on mentionnait qu'il y avait des discussions qui se faisaient aujourd'hui, des discussions qui portaient sur la ville assiégée de Mariupol. Bref, il semble que les canaux de communication soient quand même ouverts. Aujourd'hui, on vous rappelle qu'il y a des bombardements qui ont eu lieu sur une base militaire. Ça a beaucoup surpris parce que la base est située dans l'ouest du pays, tout près de la frontière de la Pologne et tout près de Lviv qui accueille de nombreux réfugiés ukrainiens. Au cœur de nos vies. Livrer l'information, c'est un privilège, mais aussi une grande responsabilité. C'est d'offrir un téléjournal en français. Participer au sentiment de communauté. Et je veux aussi que le téléjournal reflète leur réalité. C'est une responsabilité, oui, parce qu'il faut tisser un lien de confiance avec les téléspectateurs. Et surtout de vous donner l'information la plus crédible. C'est à vous, et je pense, juste avant ma dernière. Le téléjournal, au cœur de nos vies, partout au pays. Lorsque l'inspiration survient, il faut la suivre à bord du Tiguan 2022 d'ingénierie allemande redessinée. Avec la traction intégrale 4Motion de série et l'appli CarNet en option qui connecte avec votre véhicule de 20 différentes façons. Avec le balayage de votre pied, le Tiguan garde le rythme avec la vie familiale. Ce qui est pratique, car les enfants changent souvent d'idée. Quoi qu'il arrive, vous serez prêts. C'est ça, Tiguaner. Le magazine Gestion, c'est votre outil de développement professionnel à chaque trimestre. Découvrez des parcours de leaders inspirants. Apprenez à développer vos habiletés professionnelles et décryptez les innovations qui façonneront le monde de demain. Revue Gestion, source d'inspiration des gens d'affaires. Je suis tellement contente de voir maman se faire de nouveaux amis et d'être aussi heureuse. Vous pensez connaître la vie en résidence? Détrompez-vous. Visitez chartwell.com dès aujourd'hui. Tartinez un sourire Nutella. Obtenez une peau visiblement repulpée en une nuit grâce aux nouvelles capsules de sérum repulpé et hydraté de Roc. La dose parfaite de notre acide hyaluronique hydratant numéro 1. 100% des femmes ont constaté une peau repulpée en une nuit et une réduction visible des rides et ridules en une semaine. C'est prouvé en clinique. Une frappe russe a atteint la base militaire de Yavoriv. L'Ukraine déplore des dizaines de morts, mais la Russie, elle, de son côté, rapporte près de 200 morts. Et à Ottawa, les manifestants réclament la fermeture de l'espace aérien ukrainien. On se rend tout de suite sur le terrain en Ukraine. Il y a une base militaire qui est située dans l'ouest du pays, tout près de la frontière avec la Pologne, qui a été ravagée par des tirs de missiles russes. L'armée russe affirme que l'endroit servait de centre d'entraînement pour ce qu'elle appelle des mercenaires étrangers.
On compte des dizaines de morts, autant de blessés. Il y a également aujourd'hui un journaliste étranger qui a perdu la vie. Alors, voici le compte-rendu avec Jean-Philippe Hughes. Ces militaires ukrainiens ont été frappés en pleine nuit. Les missiles de croisière russes auraient causé plus d'une centaine de blessés selon les bilans provisoires. Au moins 35 combattants ont perdu la vie. Plus de 30 missiles ont été tirés, mais un certain nombre de missiles ont été abattus grâce au système de défense, précise le gouverneur de Lviv. À une dizaine de kilomètres de la frontière polonaise, la base militaire de Yavoril servait à l'OTAN de terrain d'entraînement pour les forces ukrainiennes avant l'invasion. Moscou allègue que ces installations servaient à acheminer l'armement étranger et estime avoir abattu plus d'une centaine de mercenaires. Les missiles tombent à 10 km de l'Europe. Demain, ils pourraient tomber de l'autre côté de la frontière, s'inquiète ce soldat. C'est une question de temps avant que la Pologne ne soit attaquée, prévient cette députée ukrainienne. À bout de souffle, la traversée de l'ouest ukrainien s'est avérée plus éprouvante que prévu. À Medica, ville frontalière, on se sent de moins en moins en sécurité. Devant l'intensification des attaques russes, le pape a dénoncé ce qu'il qualifie d'acte de barbarie. Au nom de Dieu, arrêtez ce massacre. Les couloirs humanitaires auraient permis à plus de 100 000 Ukrainiens de sortir des zones de combat. Tout juste arrivés à Kiev, leur route se rallonge pour quitter le pays. Nous sommes avec nos enfants et les missiles sont tombés à une vingtaine de mètres seulement. Nous essayons de sauver nos vies, dit-il. Au sol, un journaliste américain inanimé. Brent Renault, 50 ans, a été tué par balle. Son collègue s'en est sorti avec des blessures mineures. Les journalistes ont été pris pour cible à un poste de contrôle en route vers Irpin pour filmer la fuite des réfugiés. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Montréal. En Alberta, il y a le premier ministre canadien qui veut agir contre les crimes haineux et vous allez le constater, ce n'est pas non plus étranger à ce qui se passe en Ukraine. Julien, dites-nous-en davantage. Monsieur Kanye a fait une annonce un peu plus tôt aujourd'hui. Oui, exactement. Eh bien, on va augmenter le financement d'un programme pour protéger les établissements communautaires de possibles crimes haineux. C'est par exemple les lieux de culte comme les synagogues ou les mosquées. Le programme était doté à la base d'une enveloppe de 2 millions de dollars. Maintenant, 5 millions de dollars. Les demandeurs peuvent demander jusqu'à 100 000 dollars pour installer, par exemple, de l'équipement de protection, caméras de surveillance ou encore du clôturage pour protéger les lieux. Pourquoi? Eh bien, c'est la vague de vandalisme qu'on a vue cet été contre les églises qui motive cette décision du gouvernement. Par exemple, celle qu'on peut voir derrière moi a vu sa statue de Jean-Paul II peinturée à la peinture rouge, un acte pour dénoncer la violence des pensionnats pour autochtones. On écoute le premier ministre albertain à ce sujet, Jason Kenney. Et je peux vous dire que ça sauver les mosquées et les synagogues des actes de vandalisme sévères. Bon, alors le gouvernement veut aller plus loin aussi que simplement débloquer des fonds. Oui, exactement, parce que le premier ministre reconnaît lui-même que l'investissement n'est pas suffisant pour freiner la vague de crimes haineux dans la province. Il dit par exemple qu'il y a une action coalisée des forces de l'ordre justement s'attaquer à cet enjeu. Et aussi, du côté du gouvernement, on va se pencher sur ce problème. On écoute encore une fois le premier ministre albertain, Jason Kenney. Également nommer une représentante du gouvernement pour identifier parmi les communautés vulnérables s'il y a d'autres actions nécessaires au part des agences d'enforcement. Donc, le premier ministre estime que c'est environ 500 établissements qui ont pu profiter de l'aide de ce programme et espère en aider une centaine d'autres avec cette augmentation de financement. Donc, on a vu des méfaits aussi qui ont été commis contre des établissements ukrainiens, également russes, dans l'Ouest un peu plus tôt. Mais merci beaucoup, Julien, d'avoir été là. Au revoir. Maintenant, les élans de solidarité envers les Ukrainiens sont assez nombreux à travers le pays. Il y a le service de police de Longueuil qui procède aujourd'hui à une collecte des dons donc, auprès de la population. Et la population s'est montrée très généreuse depuis ce matin. Et Lisa Allard s'est rendue sur place.
Plusieurs dizaines de personnes ont répondu à l'appel du service de police de Longueuil depuis ce matin. Elles étaient nombreuses à venir déposer des dons, que ce soit des produits d'hygiène, des accessoires pour nourrissons ou encore de la nourriture sèche. Des dons qui sont recueillis par des membres du service de police, mais également d'anciens policiers, puisqu'il faut dire que c'est l'initiative d'un policier à la retraite, Mario Solari, qui a visité l'Ukraine et la Russie il y a quelques années et qui était profondément touché par ce qui se passe actuellement dans ce pays, en Ukraine. Alors, ces dons seront transportés ce soir vers Montréal. J'ai pu rencontrer quelques donateurs un peu plus tôt ce matin. Voici ce qu'ils avaient à dire. Comme je suis une ancienne infirmière, j'ai dit, je m'imagine à la place des gens en train de souffrir, d'avoir des blessures, tout ça. Fait que je suis allée avec ce que j'avais. C'est tellement dommage qui se passe là-bas, fait qu'on peut faire un petit peu. On dit. C'est pas gros, mais au moins c'est ça. On regarde ce qui se passe, les filles à la maison s'inquiètent, ils veulent aider, d'aller faire des achats, de dire, regardez, puis on a mis une feuille en souhaitant courage à l'Ukrainien. Pour eux autres, c'est une histoire, c'est une façon de dire, regarde, on est avec vous. Que ce soit des Ukrainiens, c'est des humains, le point, là, tu sais, faut aider. C'est des frères. Donc, le service de police de Longueuil soutient son ancien policier dans cette initiative. D'ailleurs, le public est invité à venir porter des dons toute la journée jusqu'à 17h, ici même dans le stationnement des promenades de Saint-Bruno sur la rive sud de Montréal. D'ailleurs, l'opération est considérée comme un succès à venir jusqu'à présent. On peut écouter justement le porte-parole de la police. C'est un conte de fruits. Là. On a commencé la semaine avec 50 boîtes. C'est ce qu'on a réussi à accumuler. Mario et son équipe de retraités ont ramassé 50 de boîtes pendant une semaine. Et là, ça fait à peine quelques minutes. On est déjà rendu à une douzaine de boîtes de 2 pieds carrés. Les gens sont très généreux. L'ensemble des dons amassés aujourd'hui quitteront vers 17h en direction de Montréal, puis vers Toronto, avant de s'envoler vers la Pologne et l'Ukraine pour venir en aide aux victimes du conflit qui a lieu actuellement en Ukraine. Ici Élise Allard, Radio-Canada, Saint-Bruno-de-Montarville. Et beaucoup de femmes ukrainiennes sont mobilisées pour la défense de leur pays. Elles bénéficient, comme les hommes, d'une formation militaire express et elles se préparent à intervenir sur le terrain. Voici le reportage de France 2. Katerina s'est engagée au début de la guerre dans une section de déminage. La vie de caserne, c'est tout nouveau pour celle qui travaillait dans le design, dans le milieu du luxe. Ici, c'est la chambre où je dors. On est 10 à vivre ici. Là, j'ai 2 camarades qui viennent de rentrer de mission. Je parle tout bas pour ne pas les réveiller. Ils dorment. Ce qui est important pour moi, c'est protéger ma patrie. Le confort rudimentaire, c'est pas un problème. Vous savez, il y a beaucoup de filles qui combattent sur la ligne de front. Et elles vivent dans les tranchées. Katerina a tout appris. Poser des mines pour ralentir l'ennemi, déminer les engins explosifs. Mais pour l'instant, elle nous raconte comment elle conçoit les checkpoints pour faire de Kiev une ville imprenable. Moi, en tant qu'ingénieur de formation, je m'occupe des fortifications. Et je suis tout le temps en déplacement dans la ville pour créer différents types de barrages. Des checkpoints comme celui-ci, installés au carrefour stratégique. L'objectif, piéger les chars russes pour mieux les détruire et les empêcher de pénétrer dans le centre-ville. Dans les immeubles de bureaux, à l'abri des regards, une armée de bénévoles, de réservistes et d'anciennes combattantes s'occupe du soutien des troupes. Si vous pouvez l'apporter, c'est cool, sinon on ira le chercher. Katia est une ancienne combattante. La guerre, elle connaît. Aujourd'hui, son obsession, que les gars et les filles dans les tranchées reviennent en vie. Et elle vient de recevoir une bonne nouvelle. Ça y est, les gilets pare-balles qu'on a commandés à l'étranger sont arrivés. Un stock attendu depuis près de 2 semaines qui va être rapidement distribué aux combattants. Tous n'ont pas les meilleures protections face à la puissante armée de Vladimir Poutine. Yulia a combattu 4 ans les forces pro-russes dans le Donbass. Aujourd'hui réserviste, elle affiche sur son bras le symbole national. Il est comment l'ennemi russe aujourd'hui? Je pense que l'ennemi russe n'a aucun principe. Je pense qu'ils n'ont même pas besoin de notre pays. Qu'ils sont venus ici pour tout détruire. Et ils font tout pour ça.
Donc, en ce qui me concerne, je pense qu'il faut se préparer au pire des scénarios. Tous les civils savent manier les armes. S'il le faut, ils retourneront sur la ligne de front, encadrés par des militaires. Après, les gilets pare-balles, ce sont des sacs de couchage qui arrivent d'Angleterre. Il y a aussi des cocktails protéinés qui doivent arriver. Certains équipements sont achetés. Il y a aussi beaucoup de dons et tout ça va se retrouver très vite sur la ligne de front. Les pompiers d'Alma sauvent in extremis un motoneige de la noyade. Les détails dans un instant. C'est comme si elle faisait de la thérapie, mais devant audience. Je me suis sentie extrêmement humiliée. Il y a un gros problème éthique et déontologique parce que les étudiants n'ont pas signé pour ça. Faut que ça arrête, là. La facture, aujourd'hui 17h30, ici RDI. D'abord l'info, c'est le rendez-vous matinal. Pour démarrer votre journée bien informée. On voulait en accueillir 1 millier et plus. Et une petite neigette qui tombe. Elle vient d'avoir un poids important. Avec Marc-André Masson, d'abord l'info, en semaine 5h. Ici RDI, quoi qu'il arrive. Chez Leveau Vitre d'Auto, nous sommes les vrais experts en remplacement de pare-brise. Si votre pare-brise est fissuré, vous devez le faire remplacer. Passez nous voir, nous le remplacerons afin que vous retrouviez votre pleine visibilité et votre sécurité. Nos techniciens certifiés remplaceront votre pare-brise selon les mêmes standards que ceux de votre constructeur automobile grâce à des équipements et des produits exclusifs à la fine pointe de la technologie. De plus, notre travail est garanti à vie. Prenez rendez-vous dès maintenant. Remplacer 12 $ d'aliments d'ailleurs par des aliments d'ici, c'est le Québec qui les gagne. Il y a des choses qui sont meilleures ensemble, comme le café et les beignes de chez Tim. Avec du café toujours frais et des beignes fraîchement préparés chaque jour, c'est la combinaison parfaite. Notre crème Boston a maintenant plus de garniture et notre beignet aux pommes, plus de pommes. Pas chez Tim dès aujourd'hui. Tu poursuis des études universitaires et t'es engagé dans ton milieu? Le programme Force Avenir universitaire honore les jeunes qui enrichissent notre société. Fais rayonner ton audace et ton leadership et soumets ton initiative. Force Avenir offre plus de 114 000 $ en bourse dans différentes catégories. Informe-toi au bureau de la vie étudiante de ton université ou à forceavenir.qc.ca. La date limite d'inscription est le 31 mars. Force Avenir, reconnaître et promouvoir l'engagement étudiant. Pour ceux qui ne semblent jamais s'arrêter, qui ne prennent aucun répit et réinventent ce qui peut l'être jusqu'au bout. Voici le tout premier GMC terrain AT4. On va poursuivre la discussion sur l'Ukraine parce qu'à Ottawa, il y a des manifestants qui se sont rassemblés devant l'hôtel de ville pour soutenir le peuple ukrainien. Et Nafi, c'est un rassemblement qui a une dimension politique parce que ce que les manifestants demandent au Canada, c'est vraiment d'appuyer l'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Effectivement, un rassemblement qui est en train de prendre fin, mais il y a eu beaucoup de discours aujourd'hui de dignitaires, mais aussi du Congrès ukrainien-canadien qui, oui, remercie le Canada pour son soutien, les sanctions, l'aide humanitaire, mais qui réitère une demande, c'est une plus grande implication directement dans le conflit armé, et si ce n'est pas en envoyant des soldats sur place, et comme vous l'avez dit, en appuyant la mise en place de cette zone d'exclusion aérienne, alors que les bombardements, eux, se sont déplacés à l'ouest du pays, à la frontière avec la Pologne, une zone qui avait été jusque-là épargnée, et que ces frappes-là, elles touchent surtout des civils. On réclame un no-fly zone ou une protection de l'espace aérien au-dessus de l'Ukraine, que ce soit par les pays voisins, l'OTAN, ou avec la fourniture d'armes anti-aériennes pour arrêter les avions de chasse russes, les bombardiers ainsi que les fusées. Et on s'inquiète aussi de tout le facteur bureaucratie là, qui pourrait peut-être freiner l'arrivée de réfugiés, de proches aussi ukrainiens ici en sol canadien. Effectivement, parce qu'ici, il y a 2 programmes qui ont été mis en place, un pour s'établir de façon permanente si on a des proches ici via un regroupement familial, l'autre pour venir de façon plus temporaire pendant 2 ans.
mais c'est des programmes qui nécessitent encore des visas. Il y a certaines personnes ici qui tentent de faire venir leurs proches, qui nous ont dit qu'on leur avait demandé des données biométriques, des données qui sont excessivement difficiles à obtenir là-bas sur place, ce qui ralentit les démarches, alors que sortir du pays peut déjà être tout un périple, comme nous va expliquer cette Ukrainienne qui tente de faire venir ses beaux-parents. Pour l'instant, c'est tout ce qui se passe très vite. Je pense que la réaction entre ceux qui ont demande et la réaction du gouvernement n'est pas assez vite pour répondre aux besoins. Et ça, ce qu'on veut qu'on fasse le plus vite possible, parce que le bombardement est encore là, il y aura même plus de réfugiés. Et comme ces programmes-là, en fait, ce n'est pas des programmes, directement dédiés aux réfugiés, ils s'interrogent aussi sur qui c'est qui les prendra en charge, dans le fond, quand ils arriveront ici. Ils ont beaucoup de questions, notamment sur la prise en charge financière, mais aussi du logement. Et s'ils sont ici, devant l'hôtel de ville d'Ottawa, c'est qu'ils comptent interpeller aussi la ville là-dessus pour voir, par exemple, comment on pourrait libérer des logements pour accueillir la vague d'Ukrainiens qui s'apprête à arriver. Bon, très bien. Merci beaucoup, Nafi. Au revoir. Avec plaisir. On se rend maintenant au lac Saint-Jean. Il y a un homme qui a évité le pire vendredi soir. Il a sombré dans les eaux du lac. Ça s'est passé à Alma. Il était au volant de sa motoneige. Donc, Robbie, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Bon, fort heureusement, on a pu le secourir. Oui, c'était vers 23h vendredi soir. C'est un adepte de pêche blanche qui s'est égaré sur le chemin du retour. Et comme vous pouvez le voir sur les images, ça se situe près d'Alma, à l'embouchure de la rivière Grande-Décharge. Il s'est donc égaré au chemin du retour. Et la motoneige et l'homme se sont engouffrés dans les eaux glaciaires du lac Saint-Jean. Il a heureusement réussi à s'extirper des eaux grâce à sa combinaison flottante, mais il n'a pas eu le réflexe de contacter immédiatement les services d'urgence. C'est plutôt tourné avec connaissance, ce qui aurait pu compliquer un peu, disons, l'intervention des pompiers. L'appel n'est pas rentré directement au 911 par la victime, mais plutôt d'une connaissance de la victime. Donc, c'est celle-ci qui nous a appelé, nous a donné certains renseignements. Puis, les répartiteurs de la centrale 911 ont fait toutes les vérifications, donc ont rappelé la victime sur les lieux. Et par la suite, on lui a demandé de nous rappeler au 911 pour pouvoir le localiser précisément. Et bon, écoutez, l'homme, on aurait pu sauver de précieuses minutes si l'homme avait contacté directement les services d'urgence, parce que en contactant le
De la pluie en répétition. Et à l'intérieur, c'est de la neige. Il n'y a pas d'avertissement quand même. Alors, les températures, on est sous la normale pour aujourd'hui. Quelques flocons du côté de l'Outaouais. On n'accumule vraiment pas grand-chose. Le vent aussi en rafale à 50 km/h, c'est pas possible. Pour les régions centre, on a droit à un ennuagement aussi. Poudrerie du côté de l'Estrie, on oublie le dégagement. On aura quelques flocons encore à prévoir pour la journée de demain. Ce sera un peu moins venteux. Pour l'Abitibi-Témiscamingue, pas vraiment d'accumulation. Ça sera un petit peu plus nuageux pour demain. La baie James, poudrerie à partir de demain. Saguenay-Lac-Saint-Jean, on peut en avoir la nuit prochaine, tout comme pour la Beauce, avec quelques flocons sans accumulation importante. Le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, ça demeure venteux. Ce sera un peu moins pour la journée de demain. La Côte-Nord, les îles de la Madeleine aussi, ça reste venteux. Au moins, on va retrouver le soleil pour débuter la semaine avec des vents qui seront encore présents de ce côté-là. Les maritimes, donc oui, le vent va faiblir un peu. Demain, on retrouve le soleil, ce sera un peu plus doux. Pour l'Ontario, pas d'accumulation importante, température à la hausse dès demain. Et dans l'ouest du pays, il n'y a pas d'accumulation importante non plus. C'est assez doux en Alberta. Et une trentaine de millimètres à recevoir à Vancouver pour la journée de demain. Mais on risque d'avoir des averses assez dispersées pour les jours qui vont suivre aussi de ce côté-là. Bonne journée. Les athlètes ukrainiens ont surpris le monde entier lors des Jeux paralympiques. La guerre faisait rage dans leur pays, mais ils ont récolté beaucoup d'honneurs. La délégation est revenue avec 29 médailles. Jean-Patrick Balleux nous les présente. Ukraine! Ils sont 29, 20 athlètes et 9 guides arrivés en Chine, exténués et ébranlés par une guerre qu'ils n'ont pas souhaitée, à vouloir oublier pendant un moment les atrocités dans leur pays. I try thinking about competition, but today it's difficult. More important, it's life. It's like our people, our children. Oskana Shishkova n'a pas beaucoup dormi en Chine. Il a gagné 5 médailles, mais à craint pour sa famille et ses derrière. Les malvoyants, eux, sont plus lents, cachés dans les monts des fermes. Les gens, complètement, ne peuvent pas courir contre les maladies. Les athlètes bleus et jaunes arrivés en route de l'enfant de la terre. I asked about if you select, you must be stop work. Rapidement, les Ukrainiens se transforment en biathlètes sur les parcours de Djanjaku. Jour 1 du biathlon, pendant que leurs confrères tiennent les armes à Kiev, l'Ukraine, 15 équipes sur parcours mises dans le nez, un tribut ukrainien chez les malvoyants. La première de 9 médailles à l'E3 pendant les Jeux. De l'élégation qui le jour peut-être une seconde, le soir, après les nouvelles de leurs proches. Prisonniers par l'armée russe, Anastasia et Valentina, 19 ans, s'est lancée de deux jeux. Venus ont monté au monde avec l'exercice que nous assistons. Après 22 médailles de la deuxième marque de jambes, les femmes ont été mieux avec 29 podiums. C'était un élément de motivation difficile à croire. Les Ukrainiens s'envolent de lundi en Pologne et toute autre course avec plusieurs. La recherche des femmes basketball. Qui y avait si Jean-Patrick Balleux au Canada, Jean-Patrick. Le tournoi olympique a perdu un peu le point d'intérêt les vendredi, alors qu'on a su que la femme a gagné le médaillon. C'est la pluie et le possible. L'histoire qui se fait sur ces images de notre très cher
réfugiés ont gagné une nouvelle construction sur le village. Une caserne, c'est tout nouveau pour ça, par des artisans et de tous. Ici, c'est la chambre où je vais. On est 10 à financer. J'ai 2 camarades qui font l'information, je fais tout pour la c'est protéger les personnes. Vous savez, il y a beaucoup de filles qui courent sur la ligne de front. Et elles vivent dans cette tranche. Vous avez des lignes, un petit panier, des lignes avec un jardin de vie. Et pour l'instant, elles veulent apprendre comment la construire des jardins et des pièces de mobilité. Je mets la formation, je mets la certification. Et je suis tout le temps avec les villes pour créer différents types de barrages. Des checkpoints comme celui-ci, installés au carrefour stratégique. L'objectif, piéger les chars russes pour mieux les détruire et les empêcher de pénétrer au centre-ville. Dans les immeubles de bureaux, à l'abri des regards, une armée de bénévoles, de réservistes et d'anciennes combattantes s'occupent du soutien des troupes. Si vous pouvez l'apporter, c'est cool. Sinon, on ira le chercher. Katia est une ancienne combattante. La guerre, elle connaît. Aujourd'hui, son obsession que les gars et les filles dans les tranchées reviennent en vie et elle vient de recevoir une bonne nouvelle. Ça y est, les gilets pare-balles qu'on a commandés à l'étranger sont arrivés. Un stock attendu depuis près de 2 semaines qui va être rapidement distribué aux combattants. Tous n'ont pas les meilleures protections face à la puissante armée de Vladimir Poutine. Yulia a combattu 4 ans les forces pro-russes de l'Autobass. Aujourd'hui réduite, elle affiche sur son bras le symbole national. Mais comment l'ennemi russe aujourd'hui? Je pense que l'ennemi russe n'a pas intensif. Je pense qu'il nous manque besoin de notre pays. Qu'ils sont venus ici pour tout détruire. Et ils font tout ensemble. Donc, en ce qui me concerne, je pense qu'il faut se préparer au pire des scénarios. Tous les civils savent manier les armes. S'il le faut, ils retourneront sur la ligne de front, encadrés par des militaires. Après, les gilets pare-balles, ce sont des sacs de couchage qui arrivent d'Angleterre. Il y a aussi des cocktails protéinés qui doivent arriver. Certains équipements sont achetés. Il y a aussi beaucoup de dons et tout ça va se retrouver très vite sur la ligne de front. Les pompiers d'Almasto viennent exprimer son reconnaître dans le regard pour les détails dans un instant. Le témoin de mémoire que les centaines de personnes étaient conducteurs de l'enfant ici, de travail, de la poursuite, de la solution. Il a dit que tu peux complètement suicider. On prend ça au sérieux, c'est. Ce qui est vraiment plus fier de travailler dans la communauté, c'est d'être un peu modèle pour les jeunes. La série Policier à Tortane, mon reportage, jeudi 24. Chez Fenêtre Concerto, on teste les fenêtres à 20 degrés, mais aussi à moins 30, parce que l'hiver, il fait froid. Et on le fait 4500 fois pour qu'elle dure longtemps. Obtenez un prix en ligne sur fenêtreconcerto.ca. Chez Medicar, les traitements sont avant tout des soins personnalisés. Avec 75 médecins et infirmières à votre service, Medicar est un réseau en pleine croissance, comptant plus de 35 cliniques spécialisées et complémentaires en médecine esthétique, dermatologie esthétique et phlénologie. Faites confiance à une équipe de professionnels à l'écoute de vos besoins. Prenez rendez-vous à Québec, Montréal ou Ottawa. Medicar, le plus grand réseau en médecine esthétique et phlénologie au Canada. T'es cher à passer tes après-midi d'été dans le frigo du dépanneur? J'ai de quoi pour toi. Ensemble de motoneige pour enfants testés moins 50-41 ans à partir de 99 $. Trio motoneige VTT avec casque modulaire, filtre d'hiver et une patte de gants à partir de 399 $. Même les casques full face avec vitre électrique, fil et cagoule, écoutez le prix, 199 $. Et les bottes en haut marin à 249 $. T'achètes en ligne à centre de liquidation du Québec.com et au 1240 boulevard Charest-Ouest à Québec.
C'est qui notre dragon parfait à manger le moche? Oh non, c'est ton nouveau bureau? C'est notre nouveau bureau. Est-ce que tu savais que tu dis changer de couleur pour communiquer? Il fallait que je remette mes trucs. Son téléphone est presque mort. Il met sur le chargeur photo. Maman, prends-moi le de boulet, ok? C'est fait. Il peut cracher comme le chat et se dresser sur ses pattes. On le fait où? Je pense que je le sais. Comment tu peux rester si calme? Mon frère, Le nouveau génie proclame un soir prochain. Et se familier avec le sucre. La pression, la congestion et la douleur sinusale peuvent s'intensifier. Heureusement, il y a de pression et de douleur des sinus. Il contient 2 fois plus de décongestion, il est conçu pour réduire l'inflammation du tissu nasaux et soulager vos plaies. Tirez le soulagement traverse le sinus. La marque de recommande pour ton médecin et les On va poursuivre la discussion sur le thème parce qu'Ottawa, il y a des manifestants qui se sont rassemblés devant l'hôtel de ville pour soutenir le peuple ukrainien et aussi ce rassemblement qui a une dimension politique parce que ce que les manifestants demandent au Canada, c'est vraiment d'appuyer l'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Effectivement, un rassemblement qui est en train de prendre fin. Il y a eu beaucoup de discours aujourd'hui de dignitaires, mais aussi du Congrès ukrainien canadien qui, oui, remercie le Canada pour son soutien et les sanctions, l'aide humanitaire, mais qui réitère une demande à une plus grande implication directement dans le conflit armé. Et si ce n'est pas en envoyant des soldats sur place, et comme vous l'avez dit, en appuyant la mise en place de cette zone d'exclusion aérienne, alors que les bombardements, eux, se sont déplacés à l'ouest du pays, à la frontière avec la Pologne, une zone qui avait été jusque-là épargnée et que ces frappes-là touchent surtout les civils. On réclame un no-fly zone pour une protection de l'espace aérien au-dessus de l'Ukraine, que ce soit par les pays voisins, l'OTAN, ou avec la fourniture d'armes anti-aériennes pour arrêter les avions de chasse russes, les bombardiers ainsi que les fusées. Et on s'inquiète aussi de tout le facteur de bureaucratie qui pourrait peut-être freiner l'arrivée de réfugiés, de proches aussi ukrainiens ici en Canada. Effectivement, parce qu'ici, il y a 2 programmes qui ont été mis en place. Un pour s'établir de façon permanente, si on a des proches ici, il y a un regroupement familial, l'autre pour venir de façon plus temporaire pendant 2 ans. Mais c'est des programmes qui nécessitent encore des visas. Il y a certaines personnes ici qui tentent de faire venir leurs proches, qui nous ont dit qu'on leur avait demandé des données biométriques. Les données qui sont excessivement difficiles à obtenir là-bas sur place, ce qui ralentit les démarches, alors que sortir du pays peut déjà être tout un périple, comme nous l'a expliqué cette ukrainienne qui tente de faire venir ses beaux-parents. Pour l'instant, c'est tout ce qui se passe très vite. Je pense que les réactions entre ce qu'on demande et les réactions du gouvernement n'est pas assez vite pour répondre aux besoins. Et ça, ce qu'on veut qu'on fasse le plus vite possible, parce que le bombardement est encore là, il y aura plus de réfugiés. Et comme ces programmes-là, en fait, ce n'est pas des programmes directement dédiés aux réfugiés, ils s'interrogent aussi sur qui c'est qui les prendra en charge, dans le fond, quand ils arriveront d'ici. Ils ont beaucoup de questions, notamment sur la prise en charge financière, mais aussi du logement. Et s'ils sont ici, devant l'hôtel de ville d'Ottawa, c'est pour interpeller aussi la ville là-dessus, pour voir, par exemple, comment on pourrait libérer des logements pour accueillir la vague de chrétiens qui s'apprête à arriver. Bon, très bien. Merci beaucoup, Nathalie. Au revoir. Avec plaisir. On se rend maintenant au lac Saint-Jean, même qui a été pire vendredi soir. Il a sombré dans les eaux du lac. Ça s'est passé à là. Il était au volant de sa motomètre, donc revenu. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Donc, fort heureusement, on a pu le secourir. C'était vers 23h vendredi soir. C'est un adepte de pêche blanche qui s'est égaré sur le chemin du retour. Comme vous pouvez le voir sur les images, il se situe près d'Alma, à l'embouchure de la rivière de Deschamps. Il s'est donc égaré entre le chemin du retour et la motoneige et l'homme se sont engouffrés dans les eaux glaciales du lac Saint-Jean. Il a heureusement réussi à s'extirper des eaux grâce à sa combinaison flottante, mais il n'a pas eu le réflexe de contacter immédiatement les services d'urgence. Il s'est tourné vers les connaissances, ce qui aurait compliqué un peu, disons, l'intervention des pompiers. Après, ils sont rappelés directement de service à la victime et plutôt pour la connaissance de la victime. Donc, c'est celle-ci qui nous a appelé, nous a donné certains renseignements. Puis, les répartiteurs du centre de pompiers. On fait toutes les vérifications, donc on remplit la victime sur les lieux. Et par la suite, on peut demander de nous rappeler le point.
pour pouvoir le localiser précisément. Et bon, écoutez, l'homme, on aurait pu sauver de précieuses minutes si l'homme avait contacté directement les services d'urgence, parce que en contactant le 911, eh bien, les pompiers, les policiers peuvent localiser la victime grâce au système GPS intégré à l'intérieur du cellulaire. L'homme a finalement souffert d'hypothermie, mais il a obtenu son congé d'hôpital le soir même. Et, heureusement, il n'y avait pas de conséquences dramatiques lors de ces mésaventures. Et le service des pompiers qui souligne aussi l'aide des réponses. Pour tous les citoyens qui sont désorientés, qui ont besoin d'assistance. Donc, faites le 911 immédiatement. Donc, le 911, la centralité pour localiser avec un point GPS assez précis. Donc, pour aider nos équipes à parler, pour localiser, pour chercher sur les lieux. Et Allemand nous dit que par année, là, de 2 à 3 incidents du genre se produisent. Donc, l'essentiel, c'est que l'homme a reçu son congé de l'hôpital et qu'il se porte somme toute relativement bien. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Nous avons posé la surprise durant les Jeux paralympiques. Après la pause, on vous présente ces athlètes ukrainiens qui ont récolté 29 médailles. Tout le monde en parle. Lisa Leblanc, Marie-Josée Turcotte, la guerre en Ukraine, Cathy Gauthier, Gérald Fillon. En direct ce soir, 20h. Ici Radio-Canada TV. Observer les vrais enjeux. Comprendre les impacts réels. Pour ouvrir de nouvelles perspectives. Pour y voir clair, consultez la première fois Radio-Canada. Brossez vos dents et nettoyez l'espace interdentaire en même temps avec Aquatic Sonic Fusion 2.0. Ces 3 modes de poids en profondeur entre les dents et sous le rebord gingival, là où les autres ne seront pas. Visitez notre site ou parlez de Aquatic Sonic Fusion à votre professionnel de soins dentaires. Il nous a fallu beaucoup d'efforts pour arriver jusqu'ici. Et dès le départ, on était sur la bonne piste. On a toujours donné 110% pour surmonter les défis. On a gravi les montagnes les plus exigeantes sans jamais se laisser ralentir. On s'est donné pour mission de repousser nos limites, peu importe le type de terrain. Nos premiers pas nous ont conduits jusqu'ici. Et c'est cette soif d'aventure qui continue de nous inspirer. Voici le nouveau lycée. Les hôtels Jarose accueillent tous ces forfaits sous 15 000
Une production caapté. Cette émission est aussi disponible en vidéo description. Écoutez les journaux, c'est extrait. Ensemble, encore une fois, la 7e émission. Mélanie et Georgia sont devant un ordinateur portable. C'est épouvantable. Moi, je l'ai vu, puis j'avais juste des frissons. Ça a comme vraiment. Ouais, je trouve ça. Le coup, c'est juste épouvantable. En plein jour. C'est beaucoup d'avenir, hein. Puis c'est fini. Il n'y aura plus rien à dire, je vais à ses parents, à ses amis proches, je sais pas si elle avait des enfants, mais peut-être que c'était sa fille. Un article de journal qui est offensif contre les féminicides. La violence conjugale, c'est pas ce qu'on imagine être, que c'est les femmes de son mari qui vont donner une petite chicane, que le monde de faire la carte, le contrôle. Ça arrête là. Parce que moi, je sais que cette femme-là, je ne peux pas imaginer les violences qu'elle a vécues avant. Que ça arrive pas comme ça. Les autres toutes les familles qui font le rage et la date de leur assassinat s'affiche. Moi, c'est quoi, je me rappelle, c'est les femmes qui se sont vues dans cette femme qui a été assassinée, qui se sont reconnues chez elles. J'aimerais leur dire qu'il ne faut pas avoir honte d'en parler. Parce que c'est probablement ta voisine qui peut en vivre. Ça peut être plein de personnes autour de toi qui peuvent en vivre aussi. Tu n'es pas la seule. Tu n'es pas seule. À la nuit tombée, un groupe d'activistes arpente une rue de Montréal avec un seau de colle et un pinceau à la main. Arrivés devant un mur de briques blancs, les activistes y collent plusieurs feuilles de papier blanc, chacune dotée d'une lettre pour former la phrase. Elle s'appelait Romane Bonnier, en majuscule noire. Oh boy. Dans le bureau de répartition de la centrale d'appel du 911. Mais les menaces, madame, est-ce qu'il vous a fait des menaces de mort? Est-ce qu'il y a... L'opératrice tape sur son clavier. OK. Mais là, à ce moment-là, on va aller rencontrer madame Macleod. On peut aller vous rencontrer. L'opératrice clique sur l'inscription violence conjugale qui apparaît sur son écran. Un véhicule de police emprunte une autoroute à toute vitesse et sirène hurlante. Plus tard, le binôme policier arrive devant la porte d'une maison de banlieue. Avec un peu de préparation, on peut faire face à toute éventualité. Voyez comment à préparez-vous.ca. Un message du gouvernement du Canada.
Souvent, plus difficile, moi, c'est de voir à quel point les victimes ne veulent pas s'impliquer. Des fois, elles sont effrayées, des fois, on a pogné des violences conjugales. On était intervenus ensemble, la fille était maganée. Elle est vraiment maganée. Elle marchait pendant plusieurs jours. C'est souvent ça qui est plus difficile. On a comme, oui, on va procéder, oui, on va arrêter l'individu. Mais de voir à quel point cette personne est en souffrance, mais que malgré Ça va, Thomas. Monday through the 6 o'clock news here on CBC Radio 1. The invasion, the atrocities being committed by Vladimir Putin in Ukraine cannot stand. I'm Ian Hannamansing in Vancouver. Welcome to Cross Country Checkup. You cannot violate fundamental principles of the international order and expect to get away with it. Our question today, what conversations are you having about the war in Ukraine? Call us now at 1-888-416-8333. 1-888-416-8333. Well, my mother was born in the Ukraine. It's heartbreaking. You know, I can't look at it for very long without just feeling such an impotent rage. I think that the best way to help is by donating whatever resources that you have. So for some people that might be monetary resources, for other people that might be conversations with friends and family. Beautiful country in the middle of Europe is being destroyed. And we never think that it's being done enough. No, I don't think so. It has been 17 days since Russia invaded Ukraine. 17 days of heartbreaking images of destruction and refugees on the move, but also inspiring stories of resilience and support from around the world, including Canada. As we just heard, there is rage in this country. There is resilience as well to do something, not just by our government, but ourselves. If my friends and family are any indication, after 17 days, there is still deep concern about what's happening in Ukraine and what could happen next. Our question, what conversations are you having about the war in Ukraine? Our number is 1-888-416-8333. We would especially like to hear from you if you have family or friends in Ukraine right now. So many Canadians do, and it's making this conflict feel a lot closer to home. In our second hour, think back to 2 years ago this weekend. The world was changing. By Monday, many of us were working from home. Businesses were shutting down. But now, in parts of the country, we may be reaching the beginning of the end of the pandemic. In some provinces, restrictions are being lifted, but are you ready to take off your mask? Infectious disease specialist Dr. Alex Wong will be here to answer your questions in our AMA. I'm Ian Hannamansing in Vancouver, live on CBC Radio 1 and CBC News Network. This is Cross Country Checkup. We'll get to your calls in just a moment. For those of you watching on CBC News Network and online, a reminder, we are live. And if you'd like to join our conversation today, you can call us right now. But first, let's turn to the city of Odessa in Ukraine, the city that could be the next major front
in Russia's invasion. Last Sunday, the Ukrainian president, Volodymyr Zelensky, suggested that there was a chance that Russia could bomb the city. It sits on the coast of the Black Sea. That hasn't happened, at least not yet. But there certainly is concern an invasion is imminent. We reached Tanya Kozreva in Odessa. She's an investigative journalist, and she's in the city right now. Tanya, how are you doing? I'm doing okay. Thank you for asking. And what's it like in Odessa tonight? Well, so far tonight, as many other nights that we already spent here, it's quiet here, and it feels like people doesn't feel this imminent danger, you know, but it's also feel empty, because if you know that Odessa is regularly very touristic, like it used to be, and it is. I want to say, but it's not right now. It's a very touristic place where you can see people from all over Ukraine who is coming to Odessa for weekends. They're spending their holidays. So it was very popular touristic destination always in Ukraine, and you could meet here previously like tourists from all over Europe and all over the world. But right now it feels very empty, like all restaurants are closed. Only 3 hotels are operating, and most visitors here right now is journalists who are staying here, you know, to cover the war in Ukraine, and most of them are staying in Odessa because it's very close to Mykolaiv, so they can travel back and forth, you know. So I would say that it feels very weird in Odessa, but at the same time, when you speak to people, there are, you know, this, you can feel this, you know, how proud they are to be Ukrainians. And we spoke to volunteers who are like gathering everything what they can, like light jackets, helmets, like first aid kits, just to make the armed forces of Ukraine as strong as possible. Mm-hmm. We also spoke to like singers of Odessa Opera Theater, and they're right now they cannot sing in the theater itself, but they're singing next to the theater just to support, you know, the spirit and basically to cheer up Ukrainians. You know, they're singing the national anthem of Ukraine. They're singing their regular operas, which usually costs a lot to get into opera and to hear that. But right now they're acting like a regular volunteers in Odessa. They are filling sandbags. They're, you know, some of them are learning how to hold a gun and how to shoot people, you know, which is very unusual, I think, for any opera singer in the world. And many of them, I mean, all of them cannot go to the tours all over Europe that they were supposed to do in March. So it's a lot of stories over there. Another thing that we see that, you know, the local government, it's also a weird thing, because we spoke to the mayor who in 2014, he had this pro-Russian views. Mm-hmm. And it's interesting to see how his views changed, because right now he strongly believes that Odessa is Ukraine, and he's ready to protect every corner and every street of the city. You know, everything you say there, Tanya, is so interesting. I mean, just to pick one thing out, just the opera company singing the anthem outside the opera hall must be so stirring. But also, as you point out, some of them learning how to shoot a gun, right? What an extraordinary turn of events. And 5 weeks ago, I'm sure that none of them imagined they would ever be in that situation.
We are speaking with Tanya Kozryba, who's a freelance journalist, and she's speaking with us. It's late at night there in Odessa, Ukraine. And Tanya, from what I understand, you can literally see Russian ships, perhaps Russian warships, off the coast of Ukraine in the water in the Black Sea. That must be ominous. That must be a little bit frightening. Tanya, can you still hear me? Okay. Okay, I think we've lost. Hear you at all. Okay, that's fine. You know what? We're going to try to connect with you again, Tanya. And do you hear me now? No, I can hear you. Yeah, no, okay. I can hear you. All right, that's great. Thank you very much for bearing with us. I was just mentioning that you, I think you can actually see Russian ships, perhaps Russian warships, in the water off the coast of Ukraine. That must feel ominous, must feel scary. So the problem is that the horizon only reached to the point where you cannot see the warships. But if you use special, zoom in, you can see them. But right now they're not near the coastline of Odessa. They're coming in and going back, so it's not like you can see them every day here. They're just coming closer, shooting the rockets, and they're going back to Crimea. So it's not like it's not like we can see them near the coastline here. I'll tell you one last question. What is your sense as a journalist who clearly is watching all of this very closely about Russia's plans for Odessa? Well, I can tell that Odessa is really important for Putin because he mentioned the city many times in his speeches. He was saying that Odessa suffered a lot in 2014 because almost 40 pro-Russian people were killed, and Putin accusing, Ukrainian government of those deaths, and he's saying that those deaths were not investigated properly, and we still don't know who to blame, and we have to, denazify the whole nation. So he's using Odessa as an excuse to invade Ukraine, to be honest, and at the same time, I can tell that, that people in Odessa doesn't seem like they're very, welcoming to meet Putin here or to meet Russian fleets or Russian ship or any Russian soldier. We spoke to the representatives of Russian church here, and they were very they were criticizing, Russian invasion very much, and they're even thinking and considering to basically to separate themselves from Moscow, which is it's a big deal because they never recognize the separation that already been done 2 years ago. But right now it looks like Putin and the invasion in Ukraine, it triggered even more anti-Russian views that that it was before the imminent invasion. I think because many people, even who had pro-Russian views or who supported Putin agenda, they now all of a sudden understood how cruel and how cynical he is, and how he just destroying Ukrainian cities and killing civilians and kids. So I think this is like shifting in many people's minds, I think right now is happening. Tanya, let me quickly ask you one last question. That was kind of as I asked for professional assessment of what is happening there. On a personal level,
there you are in a city where, as you describe it, opera singers are learning how to carry guns because they feel that's necessary. How safe do you feel tonight in Odessa? Odessa feels like one of the safest city in Ukraine so far, but the situation is changing, and every day it's different, because even in Lviv it was also very safe place and very safe city in western Ukraine, and right now, like today, we see that it was heavily shelled, and there was rockets, many rockets got to Lviv, to Yavoriv, where I think more than 30 people died, and it felt very safe there too. So I can tell that there is no safe place in Ukraine right now for civilians and for journalists and clearly for military. There is no safe place. And one last story that I want to tell you about Odessa. So right now, like all the orphanages have been evacuated from Odessa, but 2 of them left, and those orphanages, they're for disabled kids. And we visited one of them, and that was a heartbreaking story, because we saw these small tiny babies, and one of them were like 7 days old, and there was kids who couldn't even move. So and all these orphanages, which is like 10 kids, it's like 100 kids there. They are trapped, and I'm just thinking, if Odessa will be surrounded, and if the electricity cuts will happen, or if there won't be food or water, this orphanage, like I don't know what will happen with those kids. So this is something that I'm thinking right now. When I hear the sound of siren, I'm thinking of this orphanage. And I think your Canadian listeners are listening to us right now. If any of them can help with evacuating of these kids, that would be, I think, really helpful, because even the local government doesn't know how to do it properly, because this is kids who are, who basically cannot move, and they cannot just sit in the bus and wait 30 hours near the border to cross it. They need like very quick and super organized evacuation, which can last like, I don't know, a couple of hours. Well, I know there are a lot of people in Canada who want to find ways to help, both at the government level and the individual level. So I hope some of the people who are listening maybe can suggest some way that Canada can play a role in that evacuation. Tanya, it is so good of you once again to speak with us. We really appreciate it. Thank you so much. Tanya Kozreva is a freelance journalist, and tonight she's in Odessa, Ukraine. Stay tuned. In a few minutes, I'll talk to one of the many Canadians on the ground in Ukraine who's helping refugees flee the escalating conflict. And we, of course, would love to hear from you, especially if you have family connections to Ukraine. You can email questions to checkup@cbc.ca. You can tweet us @checkupcbc. Or call us 1-888-416-8333. Our question today: what conversations are you having about the war in Ukraine? And Isidore Shuchuk has called us from Edmonton. Hi, Isidore. Isidore, can you hear you? Oh, it looks like we have lost Isidore. Okay, we will try to connect again to Isidore or anyone else who gives us a call. We have some people who are waiting on the line. But where I'd like to go right now is to speak with an expert who was with us on the program a couple of weeks ago, and she will be with us for the first portion of the program on this day as well. Maria Popova, who is a political science professor at McGill University and specializes in the politics of Russia and Ukraine, and she'll be here to provide some context and answer any questions you might have. She is in Montreal this afternoon. Hi. Hi. I want to look back. Yeah, great to have you. I want to look back at the last few days in this, lost track now, I guess, third week of the conflict, the invasion of Ukraine by Russia. And one of the things that disturbed a lot of people was the attack on a children's hospital
in Mariupol this week. What was your reaction to the news of that attack? Well, the first reaction, of course, was shock, like everyone. But the main point to keep in mind here is that the Russian military has attacked civilian targets throughout this war. It has done so in the war in Syria as well. So this attack on this hospital was in some ways to be expected. What is particularly shocking, though, are the denials that came from Russia after the attack, that are these elaborate conspiracy theories about how this hospital actually didn't have maternity patients. And in fact, the scenes of the pregnant women fleeing were staged somehow by Ukraine. And I think this is a particularly dangerous narrative that the Western media has to really make a very concerted effort to fight these conspiratorial narratives that are coming out of Russia and are being spread on the internet. And some people, it's good to inform people so people don't start buying those, because this is going to be an information war that's going to go on parallel to the actual war on the ground in Ukraine. Yeah, so while we have this disinformation, this corrosive disinformation campaign, while we have an attack on a children's hospital, we also had a resumption of some sort of talks between Ukraine and Russia. What do you make of those, and the likelihood of any kind of meaningful advance in those talks, at least at this point in the conflict? Yeah, I mean, obviously, we're hoping that talks will eventually reach some kind of solution so that the war can stop, or at least a ceasefire. But right now, it doesn't seem that Russia is ready to negotiate anything reasonably acceptable at this point. We haven't actually heard any proposals that are coming from Russia which signal any willingness to compromise. So I think we're not close to a ceasefire based on some sort of agreement. What would it take? What would you be looking for that would persuade the Russians to consider a ceasefire? I mean, it seems that the sanctions coming from the West have put the Russian economy in a really serious downfall. They are taking quick effect. As you may know, the Russian stock market is not opening because it will immediately crash. The ruble is down. It's no longer convertible in any meaningful way. There's hoarding in Russia. There's food shortages at this point, and all these Western companies and multinational companies are pulling out of Russia. So I think the worsening of the economic situation in Russia may be one reason to bring them to the negotiating table with some credible proposals, and also potentially breakdown in the war effort, because basically the Russian army is not doing so well on the battlefield. I mean, they are inflicting a lot of damage on Ukraine, but they're not advancing as fast as they thought they would. There seems to be insubordination issues within the Russian army, and they have used a lot of the resources that they had amassed on Ukraine's borders. So they will start running out of resources. And third reason would be something to look out for is the reaction within Russia by Russian society to this war. I mean,
there is some protest, but the Putin government has really cracked down. People are getting arrested for holding empty signs with no words on them, simply being out there, seeming like they will be protesting. They're immediately arrested. So all of these things combined, time is not on Russia's side right now in this war. That's really interesting analysis and so many follow-up questions that I have, and maybe our listeners will as well, Maria, and we'll come back to you over the next hour. Maria Popova is an associate professor of political science at McGill University, where she specializes in the politics of Russia and Ukraine. If you have questions about what's happening in Ukraine, you can give us a call at 1-888-416-8333. And more broadly, our question this week is, what conversations are you having about the war in Ukraine? Sandy Gillians has called in from Georgetown, Ontario. Hi, Sandy. Hi there. Thanks for taking my call. Yeah, thanks for calling in. So I don't have any family connections to the Ukraine, and so I just want to make that clear right off the top. But I have just been observing what's been happening with rage. I mean, and partly I cannot get over the courage and the gallantry of the Ukrainian people. I am so impressed, and it makes me very angry that NATO is letting them fight this war on their own, because I feel very strongly that they're fighting a war on behalf of democracy. They're fighting our war, and just by letting them do it, we're just pushing it down the road. I mean, Putin keeps pushing the line, and the West keeps falling back. They'll use weapons that are banned, and but they'll be told, oh, that's bad, but they'll target civilians. They'll bomb military bases. Now they've said that the West, if they bring anything in to help the Ukraine, they're going to take that as a defensive action. All I wanted to say was that I really think that they're fighting our war. The Soviet government and Russians have been tampering with Western democracy for quite a while now with misinformation, and I still feel strongly that that's had a lot to do with Trump and Brexit and this convoy, the occupation. I mean, it's just been an insidious battle that's been just chipping away at the foundations of Western society in the background. And I just think that at some point we need to take a stand and say no more. I think that Putin is a bully. Bullies are weak, and they think that the West is weak. The West has already said, okay, we're not going to do any, we're not going to get into a nuclear war with Russia. Well, so Sandy, let me ask you about that, though, because all of our military analysts that we've had on this show, as recently as last Sunday, but also that I've seen on many other programs as well, say the danger, and they feel that the danger is real, that for NATO, so Canada, the United States, European allies, for NATO to engage with Russia in Ukraine, on the ground or in the air, would potentially, almost by definition, would create a world war and would potentially trigger the use of nuclear weapons. How do you feel about that? So I believe that we are already in a world war. I don't think this is something that's imminent. We're in it, and we have to open our eyes. Nobody wants nuclear war. Nobody. But how far do you let Putin push this? I mean, he's been given a blank check with his threats of nuclear warfare. I mean, if NATO were to stand up to him and say, we're all looking at you and we're united, he's a bully, and bullies are weak, and they will back down from a show of strength. If he's going to target, if he's actually going to set that off, I don't believe he would. But if he does, I mean, at some point, when are we going to face it? Are we just going to let him continue forever using that threat? Well, let me ask you one other question, Sandy, if I may. I mean, what about the strategy that the West that NATO countries are pursuing right now, which I guess has many elements, but let's talk about a couple of them. One is providing aid, including lethal weapons, to Ukraine, and we've seen how heroically Ukrainians are defending their country, so that's part of it. And then also the economic sanctions, which Professor Maria Popova, we just heard her talk about how paralyzing those sanctions have been on Russia. What about those two channels of defense for Ukraine by NATO countries?
I think that they're a good start. I think that they're going to take time to work. I think that they're going to radicalize the Russian people even more. I know a lot of them are heroically, protesting against Putin, but there's a whole lot more that will believe everything they're told. And, they're told they're being attacked by the West and they're not being able to buy their luxury goods because of the West. I mean, that's going to harden them even more. So I think that we're doing a lot of really good things, and I think that it's been a heroic, actions. I think that the Canadian government has been fantastic. I'm so proud of Justin Trudeau and Chrystia. I'm blank on the name, but Freeland, yep. Yeah, yes, exactly. I mean, they've been absolutely stellar on handling this, and I just don't want to see the Ukraine fall to Russia, because it's going to take a lot of work to get it back. And if Ukraine falls, I think the West is going to fall. I think it's just, it's Poland in World War II. Nobody wants a war. Nobody wants a war, no. Sandy, thank you very much for calling us. Okay, thank you for keeping my call. You're listening to or watching on CBC News Network, Cross Country Checkup. I'm Ian Hannah-Mansing, and our question this week, what conversations are you having about the war in Ukraine? Our number is 1-888-416-8333. Jason Dearborn is calling from Regina. Jason, how do you pronounce your last name? Yes, it's Jason Dearborn. Thank you, Ian. Hey, thank you for calling in. I see you're a former MLA in Saskatchewan, and how do you feel about, what sort of conversations are you having among your friends and family about Ukraine? I'm involved with some workers getting people out of Ukraine. My best friend from Oxford University is German Naval Intelligence on the ground, taking people out. I'm working with a project to bring Canadians over, or bring Ukrainians over to Canada, about 50,000, and also my first level of concern right now is with the assets, the Russian assets in Canada, specifically at Evraz, which is Saskatchewan's steel mill, and Buehler, which is a farm equipment manufacturer out of Winnipeg. Both of the beneficial ownership of both of these companies are Russian and Russian oligarchs. I do international business. I have been in Russia twice. I've been all through Ukraine. Canadians, 17 days in, we need to be outraged. Beneficial ownership means that the hard work of the people that make the steel pipeline, the people building versatile tractors, that means that the profits from that process are funding Putin's war machine. This needs to stop yesterday. Fortunately, on Monday, I know that this will be raised in the Legislative Assembly of Saskatchewan. It's very, very important, sending a message to the oligarchs that it's raised by the opposition, that the government gets behind it to show that democracy is strong, that we're not divided on this issue. Saskatchewan needs to lead this space globally. We have more per capita Ukrainian diaspora than anywhere else on earth outside of Ukraine and Russia. So, Jason, a lot of people lining up to get on the program. So, let me quickly ask you a couple of follow-up questions. We need to seize the beneficial ownership of these Russian assets, just like France and Italy and Spain have taken oligarchs' yachts, and we need to return them to the private sector and provide those funds directly to Ukrainian relief. Is there a downside? Is there a downside in seizing, let's say, with the steel plant, the company in Saskatchewan that employs a lot of people? Is there a downside to seizing those assets? Yeah, there is a downside to doing nothing. You're setting up for something called the rug pull in financial positions. If you have 25% of your ownership, or in the case of Buehler, it's as much as 80%. If you have much of that collapse, your credit facilities collapse, those jobs and labor should be absolutely infuriated. This is the right place for the government to step in, to hand it back to the private sector. There is a mechanism by which to do this, open and transparent, and provide those funds not as going into general revenues in some black hole in Ottawa or in the provincial capitals, but right to a trust for Ukrainian relief. To show two parts, Mr. Hannah-Mansing. Number one, we're going to smack you in the nose, Mr. Putin, and then we're going to hand this back to the people of Ukraine who are the true victims here. It
anxious that this has not been done yet. 17 days in, and our response has not been enough. Okay, we need to do this immediately. Jason Dearborn, thank you very much for calling in. Thank you. We have a lot of people who are also reaching out to us online. You can tweet us at CheckUpCBC or share your thoughts on Facebook Live. Richard Lawson tweeting the war is so wrong on so many levels it causes me sadness and anxiety thinking about it. I feel guilty not being able to fight with the Ukrainians. Shared this with my wife who constantly says, oh no, watching the horror unfold. She's never done that before. I pray it will end soon. Velma Painter shares this. I don't think the rest of the world is doing enough. Sanctions, they aren't stopping him, just fueling his anger. Gail Glanfield emails, as a mom and a middle school teacher, the conversations I'm having are the ones that I never ever thought I would have with children. When Russia invaded, the very next day I fielded questions from my students. Are we endangering Canada? Initially, my response was, no, we're not. However, as the invasion drags on and Russia targets get closer and closer to NATO countries, I'm no longer so certain. And I now dread questions in class. And Ellie McIntosh Barber comments, I've talked to many people about this. Everyone feels the same, helpless. And I want to bring back Maria Popova, the Associate Professor of Political Science at McGill University, who's with us for the first portion of the program. I want to talk a little bit more about a topic that we touched on earlier, Maria, and that is the impact of economic sanctions. And, you know, it's easy to feel like, and we heard that from the first caller, that it's not hardly enough. She even worried that it might radicalize the average Russian. You talked a little bit about this, but let me ask you sort of in more detail. How successful do you think the sanctions will be in trying to either change Putin's mind or even change the leadership in Russia? I think if they're going to work, they're more likely going to work towards changing the leadership rather than changing Putin's mind. And the reason for that is you have to remember that Putin has been in power for 22 years. And his staying power has been in large part due to the fact that when he came to power in 2000, he promised Russians that he will rebuild the state and he will deliver stability to them. As you know, the 90s were a period of economic hardship for ordinary Russians, and what he promised was that these years are over and he will deliver stability. So he is endangering right now and has basically blown out of the water his main promise to the Russian people, stability. So while some people may be potentially radicalized by the sanctions, I think the majority of the Russian people will realize at some point that that stability was endangered here by Putin, by going on this adventure, this terrible invasion of a sovereign neighbor. So the likelihood is that if these sanctions continue to bite seriously, and the downfall of the Russian economy continues, there will be significant dissatisfaction with Putin regime. And what we're hoping to see is some kind of, because there is no democratic process through which this could happen, some kind of elite fracture that will lead to his replacement. All right, Maria Popova, political science professor at McGill University with expertise in Russia and Ukraine, and we'll come back to you again to answer questions and provide context over the next 30 minutes or so on the program. You're listening to Cross Country Checkup on CBC Radio and watching on CBC News Network. And our question this week, what sort of conversations are you having about the invasion of Ukraine? As you've heard from people, there is a lot of concern, there is a lot of frustration, and a lot of questions about what can we do. And one of the things that some Canadians are engaged with is helping refugees as they flow through the country and out to neighboring countries. The UN estimating that so far more than 2 million people have fled Ukraine, and that is just in the last 2.5 weeks. Chad Martz is the Director of Operations for Hungry for Life International. It's a Christian nonprofit that's based in Chilliwack, British Columbia. He now lives with his family in the Zakarpattia region of Western Ukraine, and he joins us from there. Hi. Hi, and thanks for having me.
Yeah, thanks for being on the program. And first of all, describe for us what the conditions are like where you are. Yeah, I feel like where we are, we're quite fortunate. We have not had any registered attacks, but that is obviously for our benefit for what we're doing across the country in this being a central hub to be able to reach the rest of the communities and conflict zones. So we had air sirens go off for the first time yesterday, but again, we are in a relatively safe spot as of right now. And describe for me what you're seeing. As I understand it, refugees who are leaving Ukraine through the western part of the country stop briefly with you and kind of get some meals and some rest, recharge, and then keep going. And sort of give us a brief description of what it's like where in terms of helping the refugees. Sure. I mean, in the very beginning, we knew there was going to be a massive amount of people coming out this way. I don't think we anticipated this much. And so we were acquiring as much food and supplies to be able to provide for as many people as we could. And that was networking with the churches who were going to be providing the shelter for it, so up to 1,000 people. But in addition to that, I mean, we're having people come through our own home. And I'm even, thinking of this word, fleeing. I don't know if it does it justice, and I don't know what all the people are seeing necessarily on the news. But when you hear of people, leaving the conflict zones, I mean, they're trapped in their homes. They're trying to get out, staying in subway stations. They're traveling across the country through firefights, and then traveling 4 days, and then they're finally getting to us here. I mean, we even had a lady who finally arrived here on her birthday and hadn't eaten in the 9 days, and we sat her down at the table, and she wouldn't even eat with her family because she was just completely traumatized. So when we use that word fleeing, people are leaving everything that they have, everything that they've grown up with, and in an instant, it's just completely gone. And they don't know where they're going to go necessarily. They don't know what they're going to do. And when men even arrive here with their families, and they have no clue where they're going to go next, they're having to make decisions about whether they're going to have to separate from their families. We've had it in our own home, where we've had two little girls and the wife and the father having to say goodbye to each other. And this is just one of thousands of people who are being separated because men cannot leave the country ages 18 to 60. So when we talk about what it's like here in this area here, it's just complete shock and desperation from people. And these are the fortunate ones who are the ones who are coming out here. That's not the ones who are still trapped in the conflict zones. As you tell that, to give that description, two things come to mind. First of all, just how they're living what for the rest of us is unimaginable, right? Like that they went from quote unquote normal lives to suddenly, and you're right, fleeing doesn't really do justice to how arduous and dangerous their journey is, even to get to where you are. And then the other thing is that I think this is the story of refugees from conflict zones around the world forever, right? And right now we're getting a window into it in Ukraine. It is unimaginable for most of us. What about, Chad, getting aid to other parts of Ukraine? For example, Mariupol, I heard that... J'ai compris que je demandais bien en dessous du prix du marché. Ah, c'est pas ça. Ben oui, elle va même venir aider ton père à faire son pain dans 2 semaines. Ça fait plaisir d'aider. Mais faire du vin, je penserais pas. Chez du proprio, on en fait plus que vous pensez. Mais faire du vin, je penserais pas. Du proprio, sans courtier, sans commission. On est Étienne et Maïka. Et on est très contents de vous montrer comment la console Nintendo Switch met la vie dans notre maison. C'est important pour nous d'avoir un endroit où les enfants peuvent s'amuser. Les jeunes, comme les moins jeunes. Et c'est tout aussi important d'avoir un espace où on peut se rassembler. La famille et les amis. Hey, j'aurais dû la gagner. Donner vie à toutes les pièces, c'est notre façon de jouer. Chez Charmine, on est pour la science de la douceur. Alors, on a testé notre nouveau Charmine Ultra Soft de 2 façons pour trouver sa valeur. D'abord, le test de la douceur couchinée. Oh, wow! Il est plus doux que jamais! Ensuite, le test d'absorption. Ah, 2 fois plus absorbant. Alors, on peut en utiliser moins. Le nouveau Charmine Ultra Soft vaut le coup à chaque fois.
Excuse-moi, mais je dois faire un dernier petit test. On y va tous. Allons-y gaiement avec Charles. La précision se trouve dans les détails. Elle est dans chacun de vos mouvements. Dans la technologie, c'est elle qui vous garde en sécurité. Et là-dessus, vous ne faites jamais de compromis. Voici la Forté 2022 redessinée. Qui est du mouvement vers l'inspiration. Voici le tout nouveau tout simple. Avec un démarrage à distance Blink. Un écran d'infodivertissement de 10,25 pouces livrable avec capot rentré de série. Le toit ouvrant panoramique. Et la traction intégrale H-Track. Découvrez le tout nouveau Tucson de Forté. Avant de devenir le champion que l'on connaît, Sidney Crosby était un jeune prodige de 18 ans. Dans ce documentaire audio d'Audible, il nous raconte sa première saison au sein de la Ligue nationale de hockey. Sidney Crosby, l'année recrue, seulement sur Audible. On vit dans un endroit qu'on adore, mais le propriétaire veut vendre. Maintenant, il faut qu'on déménage. Est-ce qu'on va aimer notre prochain chez nous? On a rencontré notre conseillère CIPC, Lynn, à propos de notre plan, puis elle nous a dit une chose qu'on pensait pas possible. Elle nous a dit qu'on pouvait acheter la maison. Puis maintenant, elle est à nous. CIPC, votre vos idées. Il y a des AW presque partout au Québec, mais il n'y en a pas là. Moi, bon, non, mais c'est excellent. C'est votre premier. Ouais. Un peu du bon début. Si vous voulez un vrai bon burger, c'est chez AW que ça se passe. Ça prendrait un même à la tique, il me semble que le orange peut bien dans le bacon. Livre-moi un bien nouveau que j'ouvre grand même immense, moi qui ne penserais ma pense. Poireaux, légumes bio, jus de veau, des enveloppes. Livre-moi du beau, du bon, du marché Woodford en livraison. Prêt à cuisiner, épicerie. Marché Woodford, c'est parfait. Chez Meubles Croton, nous sommes fiers de vous offrir des produits de qualité fabriqués ici qui reflètent notre personnalité. Fabriqués manuellement et inspirés de traditions artisanales italiennes, notre nouvelle collection moderne de haute qualité Bugatti Design vous permettra d'être moins conventionnel. Pour un temps limité, nous payons les 2 taxes ou vous payez en 36 versements sans intérêt sur tout achat de produits Bugatti Design. Seulement chez Meubles Croton, Québec et Lévis. Le saviez-vous, l'univers a la forme d'une croustille Pringles. Et pendant des millions d'années, l'être humain a évolué pour une seule raison, les Pringles. Avec des pouces pour ouvrir la boîte, une langue parfaite pour y déposer une croustille, et même un ADN qui lui ressemble. Oui, vous êtes fait pour les Pringles. Je suis Charles Darwin et j'approuve cette théorie. Incroyable les Pringles! Pour votre prochain véhicule, laissez-vous tenter par une magnifique Kia. Chez Kia Québec, Kia 5 fois. Ou Kia Mabella. Que ce soit sur le web ou en personne ou au téléphone, choisissez votre nouvelle Kia et planifiez avec nous l'achat de votre bail ou de votre véhicule. En ce moment, profitez de taux avantageux à la location à partir de 2,49%. Avec nous, tout est facile. Pour une transaction abordable, en toute confiance. Kia Québec, Kia Sainte-Foy et Kia Val-Bélair, ce n'est pas pour rien qu'on est premier au Canada. bienvenue au plus grand bloc jamais vu. Cette saison, on repousse toutes les limites. C'est le chaos. Est-ce que la compétition va trop loin? Si c'est trop pour vous, eh bien la porte est là. Le bloc, dès le 28 mars à 15h. Madame Scott, il faut que je parle avec vous. Je vous en prie. Je suis rentrée chez moi plus tôt que d'habitude. Je m'attendais à ce qu'Anna soit là. Et 2 heures plus tard, je la vois rentrer. Elle avait pris sa bicyclette pour aller à l'hôpital où elle a rendu visite à la seule personne que j'ai juré qu'elle ne verrait jamais.
Et c'est là que je découvre que c'est vous qui les avez présentés. Madame Je n'ai pas terminé. Elle va là-bas pour le voir, pendant que moi je travaille, et elle ne me le dit pas. Je ne savais pas qu'il était revenu à Franklin. Et je ne veux pas savoir s'il est malade ou non. Parce que ce Thomas m'a causé plus de peine que qui que ce soit dans toute ma vie. Vous n'aviez pas le droit d'intervenir. Vous n'aviez pas à vous en mêler. Je suis la personne qui a élevé Anna. Je suis la personne qui lui a donné un foyer, pas lui. Elle ne le verra plus. Plus jamais. Et si vous l'emmenez le voir, alors j'ai le droit d'intenter une action contre l'école et contre vous. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. John. Qu'est-ce que tu leur as dit? Tu t'inquiètes de ce qu'ils peuvent ressentir? Tu ferais mieux de penser un peu à celle qui a pris soin de toi pendant les 15 dernières années. Anna, tu crois que je dis ça pour te faire du mal? Tout ce que je veux, c'est te protéger. Tu ne le connais pas, mais moi si. Avoir cet homme dans nos vies nous fera du mal. J'ai assez souffert comme ça. Tu as été le voir dans mon dos alors que tu aurais dû m'en parler. Tu m'as dit qu'il était mort. Je veux connaître mon père. Je ne sais pas quoi faire. Pardonne-moi, Seigneur, si j'ai fait une erreur. Tu sais que je n'ai pas voulu blesser qui que ce soit. Mon Dieu, nous avons besoin de toi, de ta sagesse. Montre-nous le chemin que nous devons suivre. Nous t'aimons et nous t'honorons, Seigneur. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, aide-nous. Il y a quelqu'un? Je ne vous laisserai pas la faire souffrir. Je me demandais quand c'est qui venir. J'en avais aucune envie, croyez-moi. Mais Anna est très déterminée à en savoir plus sur vous. Alors je lui ai dit que vous n'étiez pas quelqu'un de bien. Vous me détestez, ça se comprend. Je ne peux pas justifier le mal que j'ai fait. Et je sais que je ne mérite pas votre pardon. Mais je ne suis plus l'homme que vous avez connu. Tout ce que je veux, c'est aider et aimer Anna. L'aimer. Vous voulez l'aimer. Vous êtes parti il y a 15 ans et maintenant vous voulez l'aimer et l'aider. Vous allez faire quoi, Thomas? Vous n'arrivez même pas à vous aider vous-même. Vous voulez vraiment l'aider. Laissez-la tranquille. Elle n'a pas besoin de vous. Mais tu viens juste de l'amener. Laisse-moi une chance de l'aimer, Seigneur. Je ne veux pas rester seul et inutile. Ne me laisse pas rester seul et inutile.
C'est moi. Je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Seigneur, j'ai du travail, je fais de mon mieux pour essayer de me débrouiller seule et je n'y arrive pas. Alors écoute, si vraiment tu veux que je lui accorde mon pardon, alors il va falloir que tu m'aides. Parce que je ne peux pas continuer. J'y arrive plus. Je peux pas. J'ai besoin de ton aide, mon Dieu. Bonjour à tous. Nous devons discuter de 3 changements dans le règlement. Plusieurs de nos écoles ont demandé à ce que les coureuses soient autorisées à porter des oreillettes pendant la course. Notre association peut modifier les règles, mais nous avons peu de problèmes avec cette demande. Le premier, c'est qu'il faut que les coureuses puissent entendre ce qui se passe autour d'elles pendant la course. Et le second, c'est que toute communication extérieure pourrait leur donner un avantage sur les autres. Alors, nous avons une solution que nous allons soumettre au vote de tous les coachs pour cette course. Si une coureuse ne porte qu'une seule petite oreillette et que le contenu a été enregistré à l'avance, nous l'autoriserons en fonction de vos votes. Des questions? C'est ridicule. Oui, et tout contenu sera autorisé à condition d'être préenregistré. Absolument. Il n'y aura aucune autre communication. Bon, nous allons faire le tour de la salle et chacun de vous va voter pour ou contre. Paul? Je crois que ça va créer des problèmes, alors je vote non. Moi, j'aime bien l'idée. Je vote oui. Je crois qu'il est un peu tard dans la saison pour ce changement. Je vote non. Je vote oui. Dis oui. Dites oui. Dites oui. Bon bah d'accord, si vous voulez. Ethan, rends-moi un service. Regarde si tu peux trouver une photo du parcours de cross-country de Sherwood. Ok. Gina Mims a remporté le championnat de l'État sur ce parcours l'année dernière avec un temps de 19 minutes et 45 secondes. J'ai besoin de savoir où elle se trouvait exactement à tout moment pendant la course. Pourquoi tu veux le savoir? On va l'aider, Anna. Essaie de bouger le moins possible. Ok. On est à combien, Will? 2 minutes 15, 2,16, 2,17, 2,18. Et qu'est-ce qu'on va faire? La course du championnat a lieu samedi. Vous y être là pour Anna? Eh bien, vous allez y être. Je vais vous emmener sur le parcours et vous allez la coacher. Sandwich. Ça dépend de la région. Oui, c'est vrai. On va passer une belle journée parce que je suis un peu content de ces 2 artistes-là pour 2 raisons complètement différentes parce que c'est comme 2 univers complètement différents. Léa Strisky, bonjour, humoriste, un regard surtout impitoyable et compatissant sur le monde. Et c'est exactement la définition du marrant. C'est vrai, hein? Impitoyable, mais compatissant. Ouais, c'est exactement ça. Tout mon nom est là. Léa, tu es une maman. Ouais. T'en as fait dans ta vie des sandwichs? J'en fais des sandwichs. J'en fais encore. Oui, si vous avez des nouvelles idées, ça veut pas dire qu'on est mais si vous avez des idées, Ça va être ça, on va faire ça, c'est mais oui, mais c'est ça. Ça te fait me faire vivre aussi. Je te trouve comme tellement, comment dire, tellement libre, tellement peur de rien. Et ça, j'adore ça aussi, cette espèce de grandeur-là. Si tu veux une belle école, si tu veux rester intellectuel, qu'est-ce que je te dis? Je pas bien aussi. C'est quoi ta JP des petites gorgées en cachette? T'aimes faire de la bouffe? Oui, j'adore cuisiner. J'espère. Moi, je suis pas drôle, mais je sais pas. C'est mon meilleur idée. Voilà, je l'ai dit. Tu as des billets à chaque soir pour ton show. Reviens dans un level. C'est clair, clair. Chef de savoir ce jour.
Alors, spécial sandwich, puis je vais me lancer tout de suite parce que c'est quoi les bonnes cépages? Bon, d'abord, qu'est-ce qu'on voit? C'est pas ça. Parce que Il y a une fille depuis tantôt qui je l'ai pas. oui, ils ont hâte. On peut-tu? Oui, ils ont vraiment hâte. Ça presse, Michel. Ben, moi, tu le sais, Christian, champagne, puis du champagne, et mon portefeuille ne suit pas. Donc, j'aime beaucoup trouver les bulles que j'aime, tout ce qui est élégant, mais le plus important. Et pour moi, la région du Jura, c'est quand même, le Jura fait de magnifiques bulles. Et de domaines dissous, un domaine historique qui sont là depuis longtemps. Je trouve que c'est toujours un bonheur de retrouver ces bulles à l'SAQ, 35 $, qui ont le chardonnay, pinot noir, donc les mêmes cépages qu'on retrouve en Champagne, mais avec une petite twist, parce que dans la région, on a d'autres cépages très intéressants, dont le pulsar et tout ça. Donc, ça donne des vins qui ont du caractère, mais tout en finesse, tout en élégance, avec une belle énergie, domaine bio. Donc, tout ce qu'on veut aimer d'un producteur, ces gens-là, ils l'ont. Santé, les filles. Santé, chin-chin. Ça fait. Je me tanne jamais de ces bulles. Donc, c'est très bon. C'est beau. Vraiment. C'est parti. Guédille. Guédille. Fruit du Saint-Laurent. Ah, wow. Vous allez me dire, le Saint-Laurent n'a pas de fruits. Mais c'est une licence poétique que je prends en ce moment. Évidemment. Parce qu'on va parler de fruits de mer. D'accord. Alors, j'ai ici des crevettes nordiques. Oui. Hein? Parce que pourquoi prendre des choses qui viennent d'ailleurs quand tout notre Saint-Laurent a tout ce qu'il y a pour nous nourrir? Donc, les crevettes nordiques et les beaux fruits. Alors, ça, c'est la base de notre appareil. Pendant que je fais ça, tu as une tâche à faire. J'aime ça. Oui. Alors, tu vas essayer des magnifiques petits pains aux patates et au fromage. Qu'est-ce que je fais avec ces beaux pains? Des beurres. J'ai beurre. Tu fais juste les beurrer. Mayonnaise. Le sandwich au poulet. Mais moi, elle demandait le sandwich au poulet vraiment. Oui.
important de s'aimer. C'est vrai. Mais achetez mon livre, tout le monde. Là, j'ai 3 enfants, j'en ai besoin. Fait que, vous goûtez. C'est malade. D'habitude, ça me gosse le monde qui goûte des affaires à la télé, puis maintenant, je suis cette madame-là qui est comme gang. C'est plate que vous y goûtiez pas parce que c'est incroyable. Le sel virable joue un rôle plus qu'important, finalement. Je suis d'accord avec vous. Vraiment. C'est malade. Oui. Puis moi, je dois dire, le côté umami fini avec la menthe fumée, il fait sortir le côté très minéral, salin des bulles. Ça marche tellement, là, c'est comme incroyable. Comme ce qu'elle a pensé. Moi, j'y ai pensé. L'affaire, c'est qu'on